voilà de retour pour la première chronique de Johanna qui va nous parler d'Europe. Tout à fait. Alors hier, on fêtait un anniversaire un peu spécial pour tous les citoyens de l'Union européenne puisqu'on fêtait les 30 ans du traité de Maastricht. Excusez ma prononciation. On t'excuse, t'inquiète. Ouais, on te pardonne. Pendant 15 minutes. Ouais. Hein, C'est vrai. Alors, pourquoi est-ce que ce traité est si important pour l'histoire de l'Union européenne? Tout simplement parce que c'est le traité majeur qui a établi l'Union européenne qui a permis d'en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Avec ce traité, on va au-delà du marché commun et c'est dans ce traité que le terme Union apparaît pour la première fois. Il s'appelle aussi d'ailleurs le traité sur l'Union européenne. Et donc, si vous avez bien suivi, j'ai dit que ça faisait 30 ans. Si vous calculez vite, c'était en quelle année? Oh là là. Alors, 93. c'est l'entrée en vigueur en 93, mais ça a donc été signé le 7 février 92, mais donc entrée en vigueur 1er novembre 1992. Waouh, il y en a une qui a lu, il y en a une qui n'a pas lu. Voilà, devinez tu laquelle. m'ôtes les mots de la bouche, donc c'est bien ça. En 92, le traité a été signé dans la ville de Maastricht, dans le sud des Pays-Bas, par 12 pays, et il entre en vigueur le 1er novembre 1993. Pour que vous fassiez une idée de ces 12 pays, je vais tous vous les citer. Donc, on a l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, le Portugal, le Danemark, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Grèce, l'Italie et enfin l'Espagne, qui ont donc tous signé ce traité. Comme vous l'aurez sûrement compris, ce traité a permis d'installer pas mal de choses, mais je fais un condensé. Ce qu'il a pu faire de si important, de si intéressant, c'est entre autres créer une citoyenneté européenne et le fait que chaque citoyen européen peut voter ou se présenter comme un candidat à des élections régionales ou européennes dans n'importe quel État membre. Et il y a actuellement 17 millions de citoyens européens. C'est pas communal? Moi j'ai vu régional, communal, oui, enfin un petit niveau. Oui, c'est ça, parce Ouais. qu'il me semblait qu'en tant que citoyen européen, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, effectivement, tu peux voter au communal, mais par exemple, moi, en tant que Française ici en Belgique, il ne me semble pas que je puisse voter... Pour la région, Non, région, communauté, je pense Tu pas. peux voter Je pense que en c'est communauté, voter ça. au niveau communal. Oui, communal, c'est sûr, Ok. mais je pense pas que... Mais en fonction à du pays, vérifier, s'il y a évidemment. commune ou Et pas, c'est région. si tu es domicilié dans le pays en question, tu dois être résident. Oui, du c'est pays ça. en question aussi. Tu peux Voilà. pas dire je suis en vacances au Portugal. Bah non, j'aimerais non, bien voter, évidemment. Non. Évidemment, il faut que tu fasses sur des listes C'est communales. ça, quoi. merci pour Voilà. cette précision. Donc, il y a aussi une mise en place d'une union économique et monétaire qui a pu préparer l'apparition de la monnaie unique qui sera concrétisée en 2002 avec la création de l'euro. Et en plus de cela, il y a eu l'apparition de droits pour protéger les consommateurs dans l'Union européenne. Et si c'est si facile de prendre un Eurostar depuis la Belgique jusqu'à Londres ou anciennement un Thalys jusqu'à Paris, qui est également devenu Eurostar, c'est aussi dans ce traité que cela commence avec sa politique de cohésion qui inclut le développement des réseaux de transport dans l'Union. Et j'ai gardé un élément consolidé par le traité de Maastricht pour la fin, parce que c'est mon préféré. Je parle d'un programme pour les étudiants de l'Union européenne qui porte le nom d'un homme, qui n'est autre que Erasmus de Rotterdam, vous avez compris. Donc Erasmus de Rotterdam, pour la petite histoire, c'est un érudit de la période de la Renaissance qui a énormément voyagé à travers l'Europe pour étudier et enseigner. Et le programme dont je parle, il permet de faire une expérience de mobilité dans plusieurs domaines. Par exemple, le sport, ça c'est peu connu, ou l'enseignement supérieur et même l'enseignement pour adultes. Donc j'ai nommé l'Erasmus. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont fait un Erasmus. Aline, Ouais. tu es la seule représentante. Je suis trop partie bien. en Erasmus en Italie en 2021 et je regarde. Trop cool. Bah écoute, je recommande à tous, si vous pouvez. Pas de souci. Pour en revenir au traité, on dit souvent que ce traité repose sur des piliers. Il y en a 3. Donc le traité prévoit que l'Union se base sur les communautés européennes, qui étaient aussi au nombre de 3 à l'époque. Donc il y avait par exemple la communauté économique européenne et la communauté économique du charbon et de l'acier dont on va parler juste après. Le traité, le deuxième pilier, c'est la justice et les affaires intérieures, et le troisième pilier, c'est la politique étrangère et la sécurité commune. D'ailleurs, est-ce que vous savez que l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix en 2012? En 2012. Ouais. Ah. Et c'était pourquoi? Je suppose pour son œuvre de paix dans son action. Mais donc l'Union européenne, elle vise aussi à garantir la paix entre les États membres. Exactement. L'idée de départ, c'est de se dire pourquoi ne pas se lier afin d'éviter les guerres sur le continent et de rapprocher notre coopération. À l'époque où tout cela a commencé, le spectre de la guerre était encore fort présent dans les esprits, après la guerre 40-45 par exemple. Et donc on l'a compris, l'Union européenne... 39-45 pour les Français. Elle s'est pas trompée. C'est voilà. vrai. Si on est belge, c'est 40-45 qu'on apprend à l'école. C'est comme ça qu'on apprend à l'école. Oui, c'est pour ça que je précise pour les Français. Merci. Donc l'Union européenne n'a pas toujours été telle qu'on la connaît, elle s'est formée, développée au fil des années.
Et le tout premier traité qui a pu esquisser ce début d'Union européenne, c'était le traité de Paris de 1951, le traité de la communauté économique du charbon et de l'acier, qui étaient des matières très utiles à l'époque. Ensuite, on a eu les traités de Rome, sur lesquels on ne va pas s'attarder. 57. Bon, je crois que c'est correct, je n'ai pas noté. Je me mettrai pas dessus. Voilà, et à 2, franchement, je pense que quiz de culture générale, on l'a. Bah, licence d'histoire et Elisa qui dit Erasmus la vie. D'ailleurs, pour ceux qui aiment bien un peu le tourisme historique et tout ça, il y a la maison d'Erasme à Bruges à visiter. C'est très chouette. Sur sa vie c'est une maison dans laquelle il a logé, donc il y a des éléments sur sa vie, etc. Trop bien. Comme disait Johanna, il a beaucoup voyagé et notamment il a logé dans cette fameuse maison. On note, hein, trop cool. Ensuite, on a eu le traité de Maastricht dont on a parlé. Le traité de Nice en 1901. Et le dernier en date, c'est le traité de Lisbonne de 2007, qui reprend en substance de nombreuses dispositions du traité constitutionnel, mais qui efface les symboles étatiques. Avec ce traité, les 3 piliers disparaissent. Donc les 3 piliers dont j'ai parlé avant. Depuis ce traité, l'Union repose sur 2 traités constitutifs, qui sont le TUE et le TFUE pour les connaisseurs, donc le traité sur l'Union européenne et les traités du fonctionnement de l'Union européenne. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ce sont ces traités qui sont toujours constitutifs. Et petit fun fact, le droit de l'Union complet, donc toutes les pages, tous les textes mis bout à bout, ça représente quand même pas moins de 80 000 pages. Et le TUE, le traité de Maastricht, c'est plus de 300 pages. Si vous vous embêtez le week-end, vous savez quoi faire. Après avoir lu la Constitution. La Constitution. Oui, franchement, c'est très sympa aussi. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, à la Maison de l'Histoire européenne, ici à Bruxelles, on peut voir toutes ces pages mises bout à bout. C'est très impressionnant. Ah ouais? Oui. Oh, waouh. C'est beau, quoi. Ok. C'est pas le musée qui est gratuit. Non, c'est pas celui-là, c'est celui du Parlement européen, le musée gratuit à visiter. Je sais jamais. Je sais que les musées sont gratuits tous les premiers dimanches du mois et celui-là en fait partie, mais est-ce qu'il est toujours gratuit? Je sais pas. Mais je pense que c'est du Parlement européen. Oui, qui est gratuit tout le temps et qui est interactif et il paraît qu'il est incroyable. Ça fait très longtemps que je dois y aller. En termes d'histoire européenne, c'est vrai qu'ici à Bruxelles... j'allais dire, si Louise est dans le chat, elle aura l'info. Voilà. Notre manager touristique préféré. Merci Louise. Merci pour l'info. Mais oui, on est servi en termes de musées sur l'histoire européenne. À Bruxelles, on peut visiter le Parlement européen aussi, ce qui est très chouette. Et traité Maastricht, l'espace Schengen, c'est avant. La libre circulation entre les États. L'espace en tant que tel, je sais pas. C'est pas les années. Non. On va regarder. Ce que j'allais. Est-ce que quelqu'un a l'info de l'espace Schengen? Parce que donc, si on résume. Alors, espace Schengen. Date peut-être. Je n'ai pas. 85. Signé en 85 et créé en 95. Création en 95, ok. Donc en gros, si on résume, ce que le traité de Maastricht permet aujourd'hui, ça a facilité la mobilité, c'est ça. Est-ce qu'au niveau, tu as dit, économique, ça prépare la monnaie unique? Ouais. C'est là que c'est au moment du traité de Maastricht qui est créé le marché unique ou c'est avant le marché unique? Il me semble que c'est le marché unique aussi. Le marché unique, c'est pas 86? Ouais, c'est compliqué l'Europe, ça devient pointu. Non, c'est bien ça. Marché unique, c'est avec Maastricht. Et est-ce que il y a des grandes figures européennes qui ont participé à... Mitterrand. C'était un des principaux. Mitterrand et le chancelier allemand Kohl. Oui, voilà, le duo franco-germanique. Qui n'étaient pas toujours d'accord, qui ont dû trouver un terrain d'entente. Voilà, et après, c'était... Parce que, faut quand même dire que l'alliance franco-germanique, tu as bien cité les 12 pays, mais l'alliance franco-germanique, ça a quand même été le moteur de l'Europe pendant très très longtemps. Et comme tu l'as très bien expliqué, parce que l'Europe est née du projet de réconciliation de l'Europe, après les 2 guerres mondiales successives qu'on a... Enfin, pas que mais que l'Europe a connu au XXe siècle. Merci Johanna pour ce petit rappel historique. Et pour, mais en fait, c'est vrai que moi, si vous n'en aviez pas parlé pour la proposition de sujet, j'en aurais pas du tout entendu parler. Oui, et en fait, de ce que j'ai vu passer, il y a TV5 Monde qui a invité un député européen hier sur son plateau pour vraiment l'anniversaire de l'entrée en vigueur. Mais c'est pas, j'ai l'impression qu'on en a beaucoup plus parlé en février 2022 pour l'anniversaire de la signature du traité. Oui, plutôt que pour sa mise en vigueur. Ouais.
Voilà. Après, ouais, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je m'étais un peu penchée aussi sur le sujet, même du Royaume-Uni, qui n'a pas voulu de la monnaie unique, et donc ça a ajouté dans les débats. Enfin, c'est très complexe, mais très intéressant en tant que citoyen. Et l'Allemagne qui a renoncé à son marque, dont elle était très fière, apparemment. Oui, aussi. Les monnaies des pays, ça faisait partie, c'est ce qu'on appelle un symbole souverain. Et donc, forcément, enlever ce symbole à un État, c'est très symbolique. LOL. Non, on garde quand même, voilà, sur les pièces de monnaie. Oui, évidemment. Mais dans ton portefeuille, je parie que t'as pas que des pièces belges, quoi. Non. C'est ça qui est chouette. Ouais, c'est ça qui est fun, ouais. C'est mon petit esprit de collectionneuse qui revient. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, l'Europe est en train de préparer une crypto-monnaie de l'euro. Ok. Voilà. Peut-être futur sujet. Et comme Jonas le dit très justement, bravo pour ta première chronique. Merci Jonas. Et sur ces félicitations, on va vous laisser quelques secondes.